Bonsoir. Merci pour l'invitation. Je suis venu ici pour trois raisons au moins. C'est pas complètement évident pour moi de venir dans un endroit dont il n'est pas clair que je sortirai en un seul morceau. Je pense profondément qu'au point où on en est des réformes et de la longue marche dont parlait Christine dans le bouquin précédent et des réformes qu'on essaie de faire depuis un certain nombre d'années, s'il y a une chose qui est à peu près sûre, c'est qu'on a, dans ce chemin-là, perdu les communautés. Perdu le dialogue avec les communautés. Vous allez me dire, c'est une caractéristique un peu plus générale du pays. On a un problème de médiation, d'intermédiation, etc. C'est clair, on n'en est d'ailleurs pas sorti, c'est des problèmes extrêmement profonds. Mais enfin, s'agissant de l'enseignement supérieur, voilà, le collègue de base, au fond, pourquoi on fait ça, quel est le sens de perdu. C'est une constatation, sans doute des responsabilités multiples, mais c'est un fait. Donc, s'il y a une occasion de parler, bon, problème, je ne peux pas dire qu'il ne m'intéresse pas, de parler directement, sans doute pas à l'enseignant-chercheur de base, du moins à des gens qui s'intéressent à la question, je considère qu'il faut la saisir. La deuxième raison, très nettement, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre d'organisateurs du séminaire, et je trouvais que justement dans on a une question qui est qu'est-ce qui remonte du terrain, y compris d'un point de vue critique, y compris d'un point de vue revendicatif. Qui est-ce qui projette une vision du métier, finalement, aujourd'hui, des valeurs du métier, etc. Je pense que cet ensemble de valeurs, il faut les écouter, mais il faut en particulier être intéressé par ceux qui portent une certaine sincérité ou un certain attachement à une conception de ce que c'est que le monde académique. Et j'avais apprécié le travail qu'avait fait Rogue Vesser en faisant une enquête, d'abord, c'est-à-dire en parlant aux gens, premier point, parce qu'on a, comme je vous le disais sur le premier thème, un peu de mal à faire, et puis qui traduisait une conception qu'on peut discuter, avec laquelle je suis partiellement d'accord, partiellement pas d'accord, des valeurs du monde académique, et ce qu'on doit pouvoir demain. Donc je considère que justement c'est une des voix qu'il faut entendre, et donc, comme vous avez eu la gentillesse, je suis venu. Le dernier des trois items, c'est que il n'y a pas assez de recherche sur les universités, sur la recherche, sur le monde académique. Je suis frappé, enfin, je veux dire, on a écouté des travaux de qualité, etc. Ils n'embrassent pas tous l'ensemble du système, vous le disiez vous-même. Bon. Je reviendrai d'ailleurs sur votre point. La difficulté, c'est à la fois d'avoir c'est pas à vous que je vais le dire, d'avoir un travail à la fois spécifique, et puis à la fois de regarder l'ensemble du social. Moi, je suis frappé par la question donc votre thèse sur votre constat sur la divergence des compositions sociales des publics des universités. Bon, deux remarques rapidement, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de revenir là-dessus. Bon, d'abord, à la fois c'est saisissant. Bon, ça correspond à une intuition qu'on peut avoir. D'une certaine manière, le constat est atténué par le fait que vous ne prenez pas l'ensemble du système, vous l'avez dit vous-même, vous ne prenez pas les grandes écoles, vous ne prenez pas DUT, BTS, cette question-là, il va falloir se la poser sérieusement. Et pour dire un deuxième, tout de suite un gros mot, Parcoursup est un système qui va permettre de voir très crûment les effets de ségrégation sociale. Donc soit on ne fait rien, la politique du chien crevé au fil de l'eau, et il y aura même des effets d'auto-renforcement, soit on continue des travaux comme les vôtres, on regarde les flux, et là il y a à la fois une mine pour les chercheurs, puis pour la décision publique, et évidemment on est face aux grandes questions. Toutes nos petites questions de classement, de machin, d'institution, etc., sont secondaires par rapport à la question de quel système on bâtit. Est-ce qu'on bâtit un système qui est plus ségrégant qu'avant ou moins? Bon, la remarque simplement, c'est qu'à la fois votre constat, il est indulgent parce qu'il est limité au centre des universités, ça vous l'avez dit, il ne prend pas les deux. Mais donc ça renforce l'argument. Mais
Oui, oui, bien sûr, mais non, mais c'est quand même intéressant de voir si ça circule pas, et de voir aussi la partie professionnalisante, UT, BTS, école privée, école d'infirmière, école de kiné, etc. L'ensemble du système. Et c'est une constatation du fait, d'ailleurs, que quand on parle de l'enseignement supérieur, c'est rare qu'on voit qu'on mesure sa complexité, son intégralité. On a toujours tendance mentalement à se centrer sur ce qu'on connaît. Une autre remarque à ce propos, ce qu'on a envie de dire, évidemment, c'est que ce que vous mesurez, c'est surtout, sans doute, les effets de ségrégation sociale plus globaux, de métropolisation, là aussi, ils sont passablement sur la table ces temps-ci, mais la seule conclusion, c'est que il faut sans doute faire plus de sociologie, ça, c'est pas besoin de vous le dire, mais aussi des travaux spécifiques sur les universités, mais en plaçant un certain nombre, en particulier ceux qui sont sur la question de ségrégation, dans un contexte évidemment plus large de comment évolue la société française, comment évoluent ses circulations, etc. Bon, je reviens à mon sujet. Le deuxième disclaimer qu'il faut faire tout de suite, c'est que la différence avec les exposants précédents, c'est que moi je suis pas capable de faire un exposé scientifique. Je peux vous parler si je m'y mets 15 jours, je pourrais vous parler de la chaleur sur la variété riemannienne, je peux parler de deux, trois sujets que j'ai travaillé, une plus grande partie de ma vie, j'ai travaillé ces questions-là. Mais je suis pas, ma parole, elle n'est pas légitimée par un travail quantitatif ou méthodologique ou intellectuel sérieux. Je suis un praticien. Ce qui ne veut pas dire que je ne lis pas ou je n'essaye pas d'écouter ce qui se dit, mais évidemment, ce que je vous raconte n'a pas la même prétention, ni le même statut, si on fait prétention au sens légitime du terme, n'a pas de légitimité. Troisième point, évidemment, je suis là dans un séminaire académique. Alors, je peux plaider beaucoup de choses. Je peux plaider la bêtise, l'inconscience, la naïveté. Je peux pas plaider l'innocence, au sens où j'étais au cabinet de Valérie Pécresse au moment, comme vous le rappelez sympathiquement, nos amis étudiants. J'étais au cabinet de Valérie Pécresse au moment, juste après la question de la LRU. Ensuite, j'étais au commissariat général d'investissement. Ce que j'ai fait partir pour en Australie, revenu présider ce qui est devenu une IDEX, pas définitive, et puis je suis conseiller président de la République. Donc bon, voilà, j'ai les mains dedans jusqu'aux épaules, ce qui, voilà, c'est un fait qui ne signifie pas que évidemment, comme Fabrice Waterloo, je comprends le processus, sinon il n'y aurait pas de sociologue, il n'y aurait pas d'historien. Une forme de témoignage qui vient aussi vite, qui vient à un moment où on n'a pas encore, où l'oiseau de Minerve pas nécessairement pris son vol, mais enfin, et puis aussi le minimum de responsabilité. Moi, je suis pas élu, je n'ai pas une fonction opérationnelle, enfin, je suis associé à un élu, pas n'importe lequel, donc on a une responsabilité, au moins quand on essaye de faire quelque chose, de dire ce qu'on essaye de faire, et de dire le regard qu'on porte sur ce qu'on a essayé de faire dans le passé, même si, évidemment, c'est critiquable. Sur le régime de parole, il y avait Sarah Piouzan tout à l'heure, dont je pensais qu'elle attendait que je dise une ânerie, ce qui ne manquera pas, mais si ça ne pouvait pas se retrouver immédiatement à l'heure, et qu'on puisse avoir un dialogue un peu franc et sans trop de contraintes de nature tweet, médias, etc. Bon, à la fin, vous ferez bien ce que vous voudrez, et puis je dirai des âneries, et la Terre ne se mettra pas à tourner dans l'autre sens. Alors, j'attaque les sujets. Je voudrais vous parler des classements, je voudrais relier le rôle des classements et l'espèce d'obsession qui a été faite dans la société académique française, plus à une histoire française du long terme et aux problèmes qu'on peut penser qu'il fallait résoudre dans le système. Ensuite, je vais essayer de me demander rapidement, je vous rassure, qu'est-ce qu'une université au sens quelles sont les grandes questions qui se posent, les grandes caractéristiques sur lesquelles finalement il y a un accord assez large, il me semble. Ensuite, je vais essayer de me demander s'il faut regrouper, s'il faut stratifier, dire deux mots sur le processus IDEX, et puis c'est dire où on en est finalement, de la restructuration du paysage avec ses aspects éventuellement toxiques, peut-être aussi incontestablement positifs. Ah oui, il y avait un point quand même, enfin votre exposé m'a stimulé, il y a un point que j'ai trouvé paradoxal. Prenons Nancy. Alors vous dites, Nancy, il cite, et c'est assez marrant parce que dans l'histoire, c'est Nancy et Dijon-Besançon qui ont convaincu parce qu'ils avaient un projet assez extraordinaire, enfin ils avaient un drive, et effectivement,
pas une surface scientifique absolument énorme en termes de spectre scientifique, mais une grande qualité quand même. C'est eux qui ont convaincu, il y a eu une lettre du jury à Pécresse à l'époque, qui finalement moulinait dans la machine étatique, ça a donné à un moment les ICIT. Qui était l'idée, c'est pas seulement un prix de consolation, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est plus proche du territoire, avec un spectre disciplinaire moins large, et l'Université de Lorraine a fini par à gagner l'ICIT. Enfin, on peut être critique tant qu'on veut, et c'est utile d'être critique, très bien. Sur Nancy, le fait que... Alors, vous allez me dire, ça gomme les différences sociales. C'est-à-dire, sans doute Nancy 2, Fac 2, SHS, etc. Et puis les écoles dont le collègue parlait tout à l'heure. Effectivement, il y a des stratifications sociales qui sont à l'intérieur. Imaginons que ça les ait mélangées. Relativement, on n'est pas naïf, non mais... Imaginons que 5 minutes, on dise aux torchons et aux serviettes, des têtes des torchons et des têtes des serviettes, mais enfin, si vous viviez ensemble, vous votiez ensemble, vous faites, et puis après, vous décidez bien comment vous organisez. Après, tous les mécanismes, vous pouvez les mettre en lumière. C'est difficile. Qu'est-ce qu'on dirait pas si on disait, mais non, les SHS restent toujours en dehors. Et puis, les écoles d'ingénieurs, vous restez riches et vous restez à côté. Je ne dis pas que ça résout tous les problèmes. Par ailleurs, il y a quand même la question des moyens, c'est-à-dire qu'en interne, ils vont discuter 2 minutes sur savoir si... Les droits de vote, ils sont très clairs dans ce truc-là. À Saclay, c'est hyper clair. Moi, j'ai pas parlé de Saclay, je parle de Nancy. C'est-à-dire, c'est pareil à Nancy. Les fonds, ils vont renforcer les équipes. Non mais, attendez, on peut avoir une vision du monde qui est le pouvoir et là, le pouvoir est cynique. D'ailleurs, on a un modèle, ce sont des entreprises commerciales, etc. Soit, pardon ? Dans un séminaire scientifique. Oui, tout à fait. Absolument. Soit on fait l'hypothèse que les systèmes ils peuvent évoluer dans une direction ou dans une autre. Je vous fais juste remarquer, il se peut que qu'à Nancy tout soit manipulé, que les rapports de force jouent, et qu'on peut aussi avoir une vision désespérée du monde, c'est-à-dire que ça sera éternellement les dominants qui domineront, etc. Je vous fais juste remarquer que faire le pari précisément que le périmètre naturel pour l'Université de Lorraine, c'est l'Université de Lorraine, et précisément de ne pas mettre les uns d'un côté et les autres de l'autre, c'est une hypothèse. Après, on peut faire toutes les critiques qu'on veut, mais ça ne fait pas que masquer les différences sociales qui, de toute façon, existent. Bon. Il se trouve que, privilège de l'âge, j'étais déjà étudiant à Clermont-Ferrand quand on était en autoroute et on était dans les rues en train de dire non, non, non à la partition. Qu'est-ce qui se passait? Parce qu'il y a peu d'ancêtres ici, mais enfin, il y avait une université qui s'était tendue, les toubibs, les juristes, de droite riches, les SHS de gauche et les sciences exactes de gauche plus pauvres. Alice, son CIT, avait pris un couteau et tranché entre les deux. Elle était dans les gauchos, qui disaient non, 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 la partition. On avait raison. Dire maintenant, là, les deux universités d'Auvergne et Blaise Pascal ont fusionné. On peut faire après, peut-être, d'ailleurs, je ne sais pas, Mathias Bernard récemment, c'est une université que je ne connais plus bien, etc. On peut lui sans doute faire tout un tas de procès à sa gouvernance, dire que Clermont-Ferrand est une université unique sur une métropole qui n'est pas énorme et qui n'est pas d'une complexité folle, etc. Ça paraît raisonnable. Et y compris en termes d'équité sociale, je défends le fait que, précisément, les fils de Bourges allaient plutôt d'un côté du machin monter au CESO, et puis les autres de l'autre côté. Bon, qu'il y ait une gouvernance unique, voilà, je dis juste ça. Mais il y aura 1000 discussions qu'on pourra mener, donc je reviens au sujet. Les classements. Bon, d'une part, et vous l'avez bien noté, le classement de Shanghai, il y a une espèce de construction médiatique et normalement, mais on est dans un univers qui passe sa vie à classer. Et on a été un certain nombre de commissions, des comités de sélection, on était un certain nombre de comités nationaux. Vous avez, enfin, moi je suis matheux, chez les matheux, vous avez des gens qui vous disent très très sérieusement, qui pensent qu'il y a un classement linéaire, d'un tel qui est devant un tel, etc. On est quand même dans un univers d'évaluation de classement, et aussi il y a un univers d'évaluation de toutes les constructions universitaires et d'allocation des moyens. Effectivement, et les inégalités dans l'allocation des moyens ne datent pas précisément des index, etc., et les concentrations non plus. Donc on est à la fois dans un univers qui adore les classements, c'est-à-dire que j'ai toujours plutôt une espèce de crispation là-dessus, qui a un rapport très compliqué à l'objectivation des choses, c'est-à-dire qu'à la fois
n'aime pas trop les objectivations et la transparence, et puis peut les adorer tout d'un coup. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement sur les classements? Shanghai, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est extrêmement purement académique. Là où, effectivement, IDEX, on peut faire le reproche, mais c'est de l'institutionnel, mais ils ont donné un sucre à ceux qui faisaient le beau, etc., etc. Là, c'est hard de chez hard. C'est-à-dire, c'est les Nobel, les Fields, les publications, les highly cited, les machins, et c'est très sérieux, c'est très stable, c'est évidemment discutable. Bon, en plus, vous connaissez sans doute tous l'histoire, c'est le stagiaire de chez Ghislaine Filatro. C'est le stagiaire au fin fond à l'OST. Simplement, quand il rentre en Chine, il y a une volonté du gouvernement chinois de savoir comment il fait sa politique universitaire, de savoir où il se situe par rapport au reste du système, et comment il comprend le reste du système. Bon, et ce truc, effectivement, s'emballe, à la vertu d'un classement, c'est-à-dire c'est simple, et du coup, on y adhère. Bon. Il y a une chose, très clairement, moi j'ai fait partie des gens qui ont dit PSL, il faut aller dans Shanghai, etc. J'ai propagé la propagande. C'est-à-dire, il faut aller dans Shanghai. Mais pourquoi? Certainement pas parce que ça permet de piloter une université. Ça ne permet en rien de piloter une université. C'est pas ça qui vous dira s'il faut faire de la biologie de synthèse, ou s'il faut faire de la chimie quantique, ou s'il faut faire... Évidemment non, c'est totalement agrégé, exactement. Ensuite, l'obsession de gagner un rang ou un autre est ridicule. Bon, il dit que j'ai passé 2 ans et demi en Australie. En Australie, ça fait les titres des journaux. Bon, il dit bien, mais le bon, ils prennent ça. Ce qui est sympathique, ça montre une espèce de forme d'intérêt. C'est un pays moins intellectuel que le nôtre, moins axé sur ces choses-là. Mais enfin, il y a quand même une espèce de respect et d'intérêt pour ce qui se lit dans les médias aussi, c'est l'autoflagellation et l'angoisse. Donc, en France, je veux dire. Donc, un classement ne permet pas de piloter une université. Le fait de croître ou de décroître comme aux petits chevaux, d'avancer ou de reculer, à peu près aucun intérêt. Quel est l'intérêt? Il y en a 3. Bon, d'abord, et après je vais venir sur l'histoire française, la marginalisation, la balkanisation, etc., etc. Alexandre Boiti a parfaitement raison, ça a été une blessure narcissique, mais pend à la gueule. Les écoles ont vécu très durement, parce que ça remettait en cause tout un modèle historique qui avait été construit, mais ça a remis en question la balkanisation post-68, justement, type Clermont-Ferrand, les riches d'un côté, de l'autre, les disciplines, etc., dans les universités de province. Donc, ça a été une espèce de choc. Voilà, que fait-on? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Positivement, c'est pourquoi j'ai considéré que c'était important dans les différents postes où j'étais? Parce que c'est un choc de confiance, c'est tout. C'est-à-dire, je continue à avoir l'obsession, je l'avoue, qu'il faut que Saclay, PSL, Sorbonne Université sortent très haut, l'Université de Paris sortent très haut dans le machin, et puis qu'ensuite les grandes universités de province y soient, et ensuite, basta, on oublie, mais qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On a dit à Bercy, on a dit aux contribuables, on a dit aux gilets jaunes, on a dit aux parents, on a dit aux étudiants, voyez, avec vos impôts, bon, c'est pas topissime, en fait, c'est quand même pas mal. Bon, PSL, c'était 880 millions d'euros total des dotations des établissements. Harvard, c'est 4 fois plus. Bon, être 25e là où Harvard est premier, je veux dire, vous rappeliez que c'est une toute petite tête d'épingle, ça a un intérêt. Donc, c'est un choc de confiance vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de l'ensemble. Après, il y a les effets qui ont été produits. Est-ce qu'ils sont intégralement positifs ou pas? Moi, je postule, on va passer rapidement, je postule que les classements ont eu sur l'allocation des moyens un effet extrêmement faible. De toute façon, la vérité, c'est que les universités françaises, en gros, n'y sont pas, c'est tout, elles n'y sont pas, enfin, très peu. Et que les très riches, les Sciences Po et l'X, etc., n'y existent guère. Bon, de toute façon. Donc, ça... on ne peut pas ni
alors, on pourra regarder l'allocation des budgets, etc. C'est évidemment fin et intéressant. Non, enfin, l'idée sur laquelle Shanghai a piloté l'allocation des moyens, d'autant que il ne vous échappe pas que le ministère était pendant assez longtemps et sur une attitude plutôt ambivalente vis-à-vis de Shanghai. Bon, la question de l'influence des processus INEX, etc., me paraît beaucoup plus importante. L'autre question qui est fondamentale dans le classement de Shanghai, qui est une espèce d'effet indirect, c'est, enfin, je n'ai même pas dit, mais Shanghai, c'est évidemment un but, non seulement un but intermédiaire, mais un but très intermédiaire. Enfin, à la fin, la question de savoir si la recherche est de plus grande efficacité, si les étudiants circulent socialement ou s'ils sont ségrégés, enfin, bon, ça, ce sont des vraies questions. Que YouMultirank essaye un peu de regarder, enfin, sauf que YouMultirank, fallait juste discuter avec les Néerlandais, donc bon courage, aller faire un classement européen, c'était utile. Et puis, le principe d'un classement, c'est que c'est un langage commun. Même si on ne le partage pas intégralement, c'est ce que disait Pécresse à l'époque, bon, pas l'outil qu'on aurait construit, mais cet outil, de toute façon, tous les classements disent la même chose, en gros, à des variations près. Donc on peut dénier cette réalité, ou on peut se dire, on a un système qui a sa particularité, qui a son intérêt, etc., mais qui a quand même un certain nombre de faiblesses. Je vais juste vous raconter un... Alors, et j'ai oublié de terminer mon point, c'est là-dessus. L'intérêt de Shanghai, c'est que mécaniquement, ça internationalise la pensée. Où est-ce qu'on est? Où sont les autres? Et comment est-ce qu'on se situe? Il y a 1000 autres manières de s'internationaliser. Ça, c'est la grosse Bertha sur la question. Si on ne voit pas que on peut se situer par rapport à des universités étrangères. Alors vous allez me dire, domination du modèle anglo-saxon, ça y est, on a perdu. Oui. Et puis, dans mes turpitudes à PSL, j'avais convié Saclay, Sorbonne Université, et puis des grandes provinciales, les IDEC, etc., parce qu'on avait réussi à attraper le professeur Cheng, le petit stagiaire de chez Ghislaine, qui était devenu l'homme qui fait trembler la planète. Bon. Alors c'est très drôle, parce que il tapait sur son portable. Bon, on avait un personnel chinois qui nous disait aussi, lui il faisait valider par là-bas. La conclusion qui nous a servi, il la faisait valider. Il a dit à un moment donné, je sais ce que c'est qu'un État centralisé, oui, ça on sait que vous savez, et il nous a expliqué donc qu'il pouvait y avoir une décision politique. Très bien. Et la première chose qu'il nous a dit, c'est, j'espère que l'un ou plusieurs d'entre vous seront dans le classement. Et il a dévoilé en fait, une vérité évidente, une vérité géopolitique évidente, qui était, vous êtes une alternative au modèle américain. C'est-à-dire, dans l'équilibre sino-américain, évidemment, le jeu des Chinois, c'est de dire, dans quelques années, on dominera. On n'y est pas encore tout à fait, mais en attendant, si les Européens pouvaient tailler quelques couplets aux Américains, ça nous arrangerait. Il y a quelque chose comme ça. Ça nous est évidemment en soi totalement indifférent. La question, une fois de plus, c'est qu'est-ce que Shanghai, dans sa crudité, dit sur le modèle français. C'est ça que je voudrais... Oui, 10 minutes. Bon, et j'ai traité à peine mon premier point, donc je vais accélérer. En clair, si on rentre dans Shanghai à un bon niveau, ce qui veut dire qu'on arrête le lamento et le déni de réalité, parce que chaque année, c'était très marrant, nous, d'entendre les présidents d'université dire oui, mais le thermomètre est pas si, machin, etc. Bon, si on arrête ça, si on arrête aussi l'obsession des médias, et qu'on réalise que finalement, avec l'argent qu'on y met, bon, on a un système qui est dans la circulation internationale que nos amis étudiants appellent de leur vœu, et que j'appelle eux, on aura gagné, et on oubliera Shanghai. Ce qui ne veut pas dire que j'évacue la question de l'évaluation, de comment on s'évalue, quels critères de performance on se donne, quelle efficacité sociale et toutes les natures. Ok, ça, question entière. Deuxièmement, l'histoire française, si je parle devant Christine Musselin, dans le premier bouquin de laquelle j'ai tout appris, je suis moins d'accord avec le deuxième, ça ne l'étonnera pas. On a une histoire extraordinairement particulière, et je dis ça dans le séminaire en plus, où les universités n'existent pas pendant très très longtemps.
déchirées qu'elles sont entre un pouvoir central qui pense qu'il n'y a qu'une université, qui est l'université impériale, et les disciplines sur le terrain qui pensent qu'il n'y a pas d'université. Il y a les tout libres, les juristes d'abord. Ensuite, il y a les uns, les autres, etc. Et donc, il y a le gouvernement par les disciplines, le gouvernement par l'État central, et entre les deux, il n'y a pas d'institution. Donc, dès qu'on veut être créatif dans ce système, on crée un truc à part. Le Collège de France, très tôt. Ensuite, on s'aperçoit que pour former les cadres techniques, ça va pas le faire. Donc, avec des gens qui continuent plus ou moins à enseigner Aristote, donc on fonde des grandes écoles techniques, etc. À la fin du XIXe siècle, vous connaissez tous cette citation, c'est Duruy, je crois, qui dit « Je mets dans les graines, les murs de la vieille Sorbonne, la graine qui la fera éclater, c'est le PHE ». Après la guerre, le HESS se constitue sur un champ des sciences sociales, avec une volonté innovante, etc. Bref, on a un paysage dont on a oublié la balkanisation, parce que on parle des organismes de recherche, CNRS, INSERM et les autres, on oublie qu'il y a derrière, il y a le CEA, on oublie qu'il y a aussi des écoles consulaires, des écoles privées, etc. On est face à une balkanisation très grande, disons, à la sortie de la guerre. Bon. Alors, qu'est-ce qu'une université ou pourquoi poursuivre une idée de modèle international ou plus international? Les grandes idées sur lesquelles je pense, ou j'espère, on est tous d'accord, c'est qu'une université, c'est une institution où on fait en même temps de la diffusion du savoir et de l'élaboration du savoir. Bon, on pense tous que si on diffuse à l'endroit où on élabore, ce sera un peu plus riche, etc. On pense que c'est une mission au service de la société. Donc, il y a des grandes missions qui sont fixées par la société. Mais en même temps, on aime bien dans les conseils d'administration, c'est-à-dire on n'aimerait pas trop que l'État s'en occupe, aussi parce qu'on considère que cette grande mission qui nous a été fixée par l'État, par la société, elle peut être accomplie d'une manière avec une certaine identité qui tient aux communautés, etc. Donc on est dans cet équilibre-là. Bon, voilà, c'est pas facile à... Et c'est une institution qui est essentiellement internationale. Ça, on dira ce qu'on voudra, mais il y a l'idée de circulation. Elle est là depuis le Moyen-Âge, elle est là depuis le début, et elle est toujours là. Donc c'est un peu... Shanghai, c'est une espèce de manière infantile de traduire ça, mais c'est une manière. Et surtout, et c'est ça, je veux dire, ça n'a pas été présent dans le débat jusqu'à présent. Il me semble que c'est extraordinairement important. On s'est persuadé dans l'idée d'université depuis le Moyen-Âge, et quand le conflit des facultés, etc., on se persuade qu'on gagne quelque chose à ce que les différentes disciplines soient confrontées les unes aux autres dans une institution universitaire. Bon, alors, et vous allez me dire, et les HESS, c'est un modèle un peu particulier, vous êtes sur un grand champ disciplinaire, mais en même temps, il y a l'idée de pluralité interne dans ce grand champ qui est immense, et qu'il y a un intérêt à avoir des historiens, des anthropologues, des sociologues, etc. Donc il y a toujours, d'une manière ou d'une autre, sauf dans des cas qu'on peut considérer comme, sinon aberrants, du moins liés à cette histoire si particulière, l'école polytechnique, ou l'école des mines, les écoles qui sont liées à des ministères techniques, ou les écoles du ministère de l'Agriculture. Au fond, alors un de mes combats depuis pas mal d'années, c'est quand même d'essayer de dire il y a quelque chose à gagner, si, y compris, je veux dire, l'agro, je pense que l'agro a intérêt à discuter avec les gens de la Saclay, parce que si on se posait des problèmes de nourrir la planète, on aurait peut-être intérêt à faire des sciences sociales, etc. Bon, je pense qu'on pense tous plus ou moins avec des modalités différentes, et une fois de plus, il peut y avoir des solutions, il y a plusieurs voies pour arriver au bonheur, il peut y avoir des solutions différentes, mais enfin, il y a quand même l'idée profonde de pluralité de disciplines. Bon, donc, les processus dont on a parlé, qu'on aurait pu remettre dans LRU, contrat, ah oui, il y a la question d'interaction avec l'État. Donc les grandes questions qui se posent depuis quelques décennies, peut-être les années 90, Christine date ça en 88, le contrat, etc. Les questions qui se posent, c'est quel périmètre? Bon. Et c'est pas quelle taille, c'est quel périmètre disciplinaire. Bon, alors avec des effets sur la taille, éventuellement, pas toujours. Quel périmètre? Quelle gouvernance? Quelle relation avec l'État? L'idée de contrat, etc. Qu'est-ce que j'ai oublié en gros, ça a été traité par la loi, ça a été traité par le contrat, ça a été traité par un dispositif nouveau qui s'appelait les initiatives d'excellence, et on peut faire le bilan de chacun d'entre eux. Ce que je voudrais dire, je crois qu'il faut poser les deux grandes questions. Est-ce qu'il faut regrouper? Est-ce qu'il faut stratifier? Commençons peut-être par est-ce qu'il faut stratifier? Bon, alors, on a tous un certain nombre d'heures de vol.
peu d'étudiants frais et clos, et peut-être même s'ils sont frais et clos, ils ont déjà réalisé que la stratification, elle date pas précisément d'aujourd'hui. La concentration des financements, elle ne date pas précisément d'aujourd'hui. On est dans un système qui était stratifié sans se l'avouer. Bon. Et même puissamment stratifié, avec des concentrations de financement en particulier liées à la recherche. Alors, du point de vue du financement à l'étudiant, c'est relativement laïque et obligatoire. Enfin, il ne faut pas s'attendre à des variations, monstrueuses. Et les gouvernements de gauche comme de droite ont plutôt tenu à ce que les curseurs... Alors, en ce qui concerne la vie étudiante, évidemment, c'est bien le minimum d'avoir un but d'équité sociale, etc. Donc, d'une manière générale, on ne peut pas dire que les différenciations sur la performance, par exemple, a été violente. En revanche, les concentrations de financement liées à la recherche sont très fortes. Bon, faut-il stratifier? Oui, 5 minutes. Bon, donc il faut stratifier. Je ne pense pas qu'il faille le forcer ni le faire de manière rigide. Je ne pense pas qu'il faille catégoriser. La grande question qui nous est posée, c'est la tension entre concentration nécessaire pour la recherche, parce que les grands équipements, parce que la masse critique, etc., et nécessité d'un déploiement sur le territoire en termes de formation de premier cycle et de formation professionnelle. On n'est pas sorti de ça. Moi, j'ai été élevé avec une idéologie qui était l'horreur, c'est l'université de Figeac, c'est l'université de Nîmes, parce que qu'est-ce que c'est, etc., etc. C'est un gaspillage d'argent public. Aujourd'hui, la question qui est posée, et qui est posée directement par mon patron sur au fond, comment évolue le système, c'est comment est-ce qu'on répartit sur le territoire. Et là, on va être envoyé à nos propres tensions, c'est-à-dire à nos propres... Au fond, est-ce qu'il faut une antenne universitaire à Valence et en même temps, il faut construire le pôle de Grenoble, dont tout le monde reconnaît que, effectivement, c'est juste parce qu'ils sont un peu tapés dessus pendant des années sur des trucs d'égo et de chapelle qu'ils ont mis tant de temps à le faire. Mais comme on s'est tous battus sur des trucs d'égo et de chapelle, on n'a rien à dire. C'est juste intrinsèquement difficile. Il faut à la fois métropoliser, à la fois répartir, et aussi être capable d'encourager des initiatives à petite échelle, ce qu'on a eu évidemment beaucoup de mal à faire, parce que les systèmes ont tendance à voir ce qui est gros. Les ICIT, c'était une tentative d'aller dans cette direction-là. Dire que La Rochelle, c'est une université qui est innovante, ou qu'en région parisienne, il y a un certain nombre qui ont essayé, qui ont appris des choses au reste du système, c'est une voie dans cette direction-là, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Faut-il regrouper? Moi, je partage avec Christine l'idée que Big is Beautiful est évidemment stupide et qu'à partir d'un moment, on tombe dans les choses qui sont ingouvernables. Et où la distance, précisément, entre la petite équipe dirigeante, vous avez raison de dire que, je vais parler du processus IDEX, il avait des vertus, il avait un vice, qui était qu'on pouvait faire le truc en chambre avec 3 consultants, et puis gagner le truc. Ce qui était peut-être une ruse de la raison inévitable, ce qui durablement est pas tenable, parce qu'on n'embarque pas les gens. Moi, je passe justement au processus IDEX. Vices et vertus. Les vertus, c'est... Alors, le politique se décharge des décisions, c'est pas moi, etc. Mais comme il ne les manipule pas, Ça, j'ai vu les premiers ministres successifs avoir envie de toucher au truc, et puis... Polytechnique n'a pas du tout vu l'équivalent de l'IDEX sans rien. Polytechnique est l'exemple qui n'est pas passé devant le jeu IDEX, et qui n'a... Il a décidé de sortir. Attendez, faut pas trop se contredire. On parle du processus IDEX. On peut pas dire, voilà, on peut dire ce qu'on veut sur le processus IDEX. On peut pas dire que l'État a manipulé. Non, non, le processus IDEX était difficilement manipulable. On se racontera les choses directement. Non, il était aussi difficilement manipulable par les élus. Parce qu'évidemment, les coups de fil, curieusement, ils s'arrêtaient parce que ça dépendait du Premier ministre et puis ça n'arrivait pas. Bon. Il y a une espèce on dira ce qu'on voudra à nouveau, il y a quand même un choix de Juppé-Rocard qui est de ne pas faire il fait pas sa LGV Paris-Bordeaux, ils font pas des infrastructures, ils décident de parier sur l'enseignement supérieur à la recherche. Bon, voilà, c'est un choix lourd, c'est pas des sommes absolument extraordinaires, c'est des sommes qui sont significatives parce qu'elles sont libres, elles ne sont pas préemptées par il y a des choses qui sont déjà décidées, donc c'est à la fois, c'est 3%, ça permet à la fois de donner des incitations, mais pas beaucoup plus. C'est non manipulé par l'État, manipulé par un jury dont on peut dire ce qu'on veut,
des gens de qualité, qui connaissent le système, le jury évolue d'ailleurs au fil du temps. La vertu principale n'est pas là. La vertu principale, c'est que ça n'est pas prescriptif. Et que c'est organisez-vous comme vous l'entendez pour gagner la confiance de l'État. Alors, à nouveau, soyons pas naïfs, on a un peu lu Bourdieu, on a un peu lu deux, trois bouquins, on est un peu au courant du fait que les dispositifs sociaux peuvent orienter les acteurs, merci. Bon. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? Alors, il y a eu des gens, d'ailleurs, il y a eu des jacobins, je me souviens, type que je ne donnerai pas, c'est pas compliqué, vous aviez qu'à décider. Alors là, Polytechnique, c'était fait, hein, je veux dire, si c'était un directeur de cabinet. Ah ben, bon, alors, vous avez raison, il y a une question qui se pose, tout ça pour ça, tant de palabres, etc. Bon, ça dépend un peu à quoi on croit. Et même si ça a été des palabres souvent en chambre au niveau des institutions. Moi, j'aurais préféré que le jury, il est allé à la fin, c'est pour ça que les visites, allez voir les opposants, les syndicats, les étudiants, qu'est-ce que vous en pensez, ça vous a changé quelque chose, etc. Ça a quand même été extrêmement vertueux, mais c'est plus tard. Mais quand même, les acteurs, c'était, vous avez envie de vous marier avec qui? C'est quoi votre truc? Est-ce que vous... Et évidemment, il y a eu les deux phénomènes, à la fois, faites semblant de croire, et bientôt vous croirez, c'est-à-dire des gens qui étaient partis dans le cynisme, et je connais bien des gens qui pensaient attraper la timbale, et ensuite... Mais vous vous mettez à discuter avec votre ennemi de toujours, ou avec le copain de l'autre côté de la rue, avec lequel vous auriez dû travailler depuis longtemps, parce que c'est simplement pour des raisons institutionnelles que vous ne faites pas, vous finissez par le faire. Il y a eu aussi le scénario, je fais semblant parce que je les aurais bien, puis mes autres relations à Paris me permettront d'avoir le pognon, ne bougez surtout pas, etc. Et ça s'est cassé la figure. Bon, il y a des phénomènes dans toutes les directions. Maintenant, il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce que vous pensez, dans les alliances qui se sont constituées, et donc je vais aller à ma conclusion, et puis après vous aurez plein de questions, et je me pose ça, un peu la nuit, quoi. Est-ce que finalement, ce processus, qui a aussi des vices, en un mot, si vous voulez, le ministère est là tous les jours et observe les transformations. Il a peut-être pas, parce qu'il est lié au système de mille manières, il a peut-être pas la distance, ou enfin, il voit un processus de transformation. Le jury, ils viennent une fois par an, ils descendent de leur empirée, ils ont tout à foutre, ils départent 8 jours. Et comment suivrait-il les processus de transformation réels? Comment distinguerait-il entre la belle dissertation écrite par un consultant, parce que bon, okay, et les gens qui se sont échinés à mutualiser des services, à faire parler des communautés, etc. etc. Ça, c'est évidemment le vice du système. Alors, si vous connaissez un système qui est immune à tout risque, etc., bon, il y a une recette, c'est d'en changer régulièrement, permettre de mitiger les risques. Maintenant, dites-moi, enfin, je pense qu'il y a eu du recuit simulé, finalement, pour ceux qui, vous savez, on réchauffe le truc, ça se mélange un peu, on refroidit, finalement on a peut-être du temps, on réchauffe, et ça se stabilise. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on en est? Sur les grandes métropoles provinciales, où les jeux disciplinaires et la politisation post-68 et le désir aussi de s'écarter des rebelles, etc., avaient amené à des scissions. Il me paraît assez naturel à Bordeaux, Marseille, Strasbourg que les gens fusionnent. Alors le point, c'est qu'ils auraient fusionné de toute façon. Mettre une incitation, vous n'allez pas me dire, nous qui nous plaignons à juste titre de ne pas avoir assez de moyens, que de mettre des moyens pour leur dire si vous fusionnez, c'est vicieux. Et est-ce qu'on peut penser que le processus n'est pas naturel, qu'il y a eu quelque chose de toxique là-dedans? Je ne pense pas. La situation parisienne est évidemment beaucoup plus compliquée. Qu'est-ce qu'on a appris dans la situation parisienne? On a appris que c'était pas en une seule fois qu'on restructurait le paysage. Deuxièmement, que le paysage, il se restructure par essai-erreur. Vous vous souvenez de machin universitas, etc. On se fâche, on se fait remplacer par machin. Est-ce que à la fin, PSL, vous pouvez dire ce que vous voulez, patchwork, c'est les riches entre eux, c'est les élitistes entre eux, que les élitistes se mettent entre eux et se posent la question de savoir s'ils peuvent un peu plus s'ouvrir, ça fait pas trop de peine. Ce qui me frappe, c'est qu'on a le droit de critiquer PSL, mais si toutes ces vieilles gloires étaient restées quelque part sur une étagère avec de la poussière, étaient restées bien tranquilles, personne n'aurait rien dit. Le fait qu'elles cherchent à faire quelque chose de nouveau a froissé 2-3 susceptibilité par-ci par-là. Sorbonne Université, il me semble que c'est archi naturel. Enfin, on peut... Alors, ou alors, on dit les sciences exactes et la médecine n'ont rien à foutre avec les humanités. C'est vraiment... Qui est une troisième grande alliance Université de Paris, et on peut parler de Saclay. Je ne dis pas que c'est la fin de l'histoire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des contours qui bougeront dans l'avenir.
J'entends la question de la taille de certains ensembles me fait peur, sans doute l'Université de Paris est particulièrement frappante. Là-dedans, il y a un pôle médecine qui est de qualité absolument extraordinaire. La médecine de Paris 6 et celle de Paris 5 ensemble, bon, 7, c'est ce que j'ai dit. Et effectivement, il y a un duopôle avec Paris 6 qui est aussi une médecine. Ça n'est certainement pas fait seulement pour les médecins. C'est gros. Qu'est-ce qu'il fallait faire d'autre? Bon. Si vous avez une recette pour Paris 1, si vous voyez comment ça évolue, si vous savez la suite de l'histoire, moi je veux bien. Mais bon. Alors, je termine en disant quoi? Il y avait des questions que vous avez posées auxquelles j'avais envie de répondre, mais vous me reposerez peut-être. Moi, je pense que la vraie question, c'est évidemment qu'est-ce que ça produit. Qu'est-ce que ça produit en termes de rencontres disciplinaires, d'invention de nouveaux cursus ou de nouvelles recherches, etc. Bon, ça, on va pas le voir immédiatement, mais l'intuition est quand même pas, comment dire, un guide si mauvais que ça. Et moi, je vois pas d'erreur qui nécessite qu'on grimpe au rideau. Est-ce que ça va produire un système plus circulant ou moins circulant? La question de la région parisienne est passionnante de ce point de vue-là, parce que, bon, aussi, des universités nouvelles, est-ce que l'effet de chasse d'eau... alors, d'ailleurs, les universités nouvelles, l'effet social sur le Val d'Oise, le nombre dans une génération de gens titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur a été multiplié par un nombre entier. Je ne sais plus si c'est 2, 3, etc. Multiplié. Donc, l'effet social de l'enseignement supérieur de proximité est très net. Maintenant, si les grandes universités de Paris Centre doivent vider, faire un effet chasse d'eau, à quoi ça sert de faire des universités de proximité, etc. D'un autre côté, je me mets à la place du gamin qui a passé sa vie à Marne ou à Cergy, il a envie de bouger, c'est bien naturel, etc. Donc, c'est un système qui va être passionnant de voir évoluer. Bon, je la boucle et je vous écoute.